Bonjour, vous allez bien? Ok, j'espère que ça va bien chez vous. En tout cas, je ne vous entends pas. Parfait. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui, oui, on t'entend comme là. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien et toi, ça va aussi, hein? Oui, oui, pour le moment, là. Ok, j'espère que ça va bien aller jusqu'à la fin. Ok, ben, en fait, c'est la fiche 4. J'ai pas pu vous envoyer beaucoup là-dessus parce que le professeur n'avait pas beaucoup avancé. Donc, il m'avait dit que vous avez fini un peu l'élasticité et puis il avait entamé donc les notions d'utilité. Donc, j'ai envoyé un exercice pour juste nous introduire là-dedans. Donc, je vais vous envoyer une autre fiche sur donc, les cours d'utilité marginale, utilité et tout le reste. Donc, pour la semaine prochaine. D'accord? Donc, c'est parfait. Je pense que ça va aller encore rapidement. Si vous avez fait l'exercice, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas grande chose là-dedans. Alors, l'exercice 1. D'abord, est-ce que vous avez eu des complications, vous avez des questions à me poser? D'abord, si vous en avez, attendez, dès que je vais arriver à ce niveau, arrêtez-moi et puis posez-moi la question. Donc, attendez, il y a une question. Effet revenu, substitution. Ouais, ok. Bon, ok, on en parlera. Bon, j'ai pas reçu le courriel, hein. Je pense il y a quelqu'un qui me dit qu'il m'a envoyé un courriel. Je sais pas qui c'est, mais j'ai pas reçu de courriel parce que tous les courriels que j'ai reçus, je pense que j'ai répondu à tous les courriels, hein. Moi, ce que vous venez juste de l'envoyer. Ok, bon. J'espère que la personne m'entend bien. Alors, exercice 1, le tableau ci-dessous présente les élasticités prix croisées de la demande de plusieurs biens où la variation de pourcentage à quantité est mesurée pour le premier bien de la paire et la variation en pourcentage des prix est mesurée pour le deuxième bien. Donc, voilà, je pense que vous avez fait ce que c'est que l'élasticité croisée. Donc, on essaie de regarder si le prix de l'autre bien augmente, qu'est-ce que ça aura pour effet sur la quantité demandée donc d'un bien donné. Et bien évidemment, donc, ça va déterminer si les biens sont complémentaires ou bien les biens sont des biens euh, supplémentaires ou non. OK? Donc, on nous donne unité de climatisation et kilowatts d'électricité. Donc, on va regarder si le prix des kilowatts d'électricité augmente, est-ce que la demande pour les unités de climatisation va augmenter ou diminuer? Donc, on va regarder si le prix de Pepsi augmente, quel effet ça aura sur la demande des coques. Et si le prix de l'essence augmente, est-ce que les gens vont acheter encore plus de voitures VUS, sachant bien sûr que les voitures VUS consomment beaucoup? Si le prix de Burger King augmente, est-ce que ça aura un effet sur McDonald's, la demande de McDonald's, ou bien margarine et beurre? Voilà, on va essayer de regarder ça. Donc, petit 1, c'est expliquer le signe de chacune des élasticités prix croisées. Qu'est-ce que cela implique sur la relation entre les deux produits en question? OK? Donc, une élasticité négative de la demande par rapport au prix implique que les deux biens sont complémentaires. OK? Si l'élasticité est négative, ça veut dire que si le prix, prenons juste Pepsi et Coke, si le prix de Coke, de Pepsi augmente, ben, on remarque que la demande de Coke augmente aussi. Je pense que c'est positif ici, hein. Non, pardon, c'est bon. C'est correct. C'est négatif, pardon. Complémentaire, ça veut dire que les biens se complètent. C'est plutôt, je vais prendre euh, ici. Voilà. Kilowatt d'électricité et unité de consommation. C'est là que c'est négatif. Voilà, donc si le prix donc, de kilowatt d'électricité augmente, ben, on voit que
l'unité de climatisation diminue. OK? Les unités de climatisation diminuent. C'est-à-dire que les unités de climatisation que les gens achètent, bien sûr. Il y en a demande en installation de climatisation diminue. Donc, bon, certains préfèrent supporter la chaleur que d'aller acheter donc, les unités de climatisation parce que l'électricité va leur coûter encore plus cher. Donc, pourquoi c'est négatif? C'est juste pour, ça explique que vraiment, c'est des biens qui sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. OK? Vous ne pouvez pas vous passer de l'un dans la consommation de ces deux biens-là. C'est-à-dire que si vous achetez des unités de consommation, des climatisations, vous avez besoin des kilowatts d'électricité. Et si vous avez des kilowatts d'électricité, en fait, c'est pour utiliser pour des unités de climatisation. Bon, bien sûr, bien entendu, on peut utiliser pour autre chose aussi. Mais est-ce qu'il y a autre chose pour utiliser les unités de climatisation? C'est possible aussi. Mais cette élasticité négative vous explique simplement que ces deux biens vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils s'utilisent ensemble. OK? Par contre, pour Pepsi et Coke, ce qui se passe, c'est que si le prix de Pepsi augmente, ben, vous allez voir que la demande de Coke va augmenter ou diminuer. Ça va augmenter, bien sûr, parce que les deux biens sont des substituts. Pardon, substituts. C'est-à-dire que Coke peut substituer Pepsi. Presque le même goût, c'est juste l'emballage qui change. Donc, si le prix de ça augmente, ben, je ne vois pas d'intérêt à aller acheter ça. Donc, c'est la demande de ça qui va augmenter. Donc, le prix augmente, la demande de ça augmente. Ce qui fait que c'est positif. Donc, ici, comprenez bien, c'est l'élasticité croisée. Ce n'est pas l'élasticité. Donc, si on cherchait plutôt l'élasticité d'un bien normal, normalement, si le prix augmente, la demande doit diminuer pour le bien en question. Mais quand il s'agit donc de l'élasticité croisée, donc là, c'est le prix d'un autre bien qui augmente et puis la demande d'un autre bien aussi qui augmente. Ça veut dire simplement que ceux-là sont un concurrent de l'autre. Donc, c'est ça. C'est l'idée en fait que je le fais passer dans l'exercice. Ça vous sera utile pour l'examen également. Donc, je disais que les unités de climatisation et les kilowatts d'électricité sont donc des compléments, comme sont des VUS, ok, et de l'essence. Ok. Voilà, parce que quand vous avez de l'essence, quand vous achetez des VUS, c'est que vous allez mettre forcément de l'essence là-dedans. Donc, si le prix de l'essence augmente, c'est que vous êtes plus réticent à acheter des voitures qui sont consommatrices en essence. Ok. Ce qui fait que quand le prix de l'essence augmente, vous allez voir que la demande des VUS aussi va diminuer plutôt que d'augmenter. Parce que ce ne sont pas des substituts, ce sont des compléments plutôt. Alors, une élasticité prix croisée positive de la demande implique que les deux produits sont des substituts. Donc, Coke et Pepsi sont donc des substituts, comme sont les hamburgers de McDonald's et de Burger King, ainsi que le beurre et de la margarine. OK. Parfait. Alors, la deuxième question, c'est de comparer les valeurs absolues des élasticités prix croisées et expliquer leur ampleur. Par exemple, pourquoi l'élasticité prix croisée des hamburgers de McDonald's et de Burger King est moins que l'élasticité croisée des prix du beurre et de la margarine. Ça. Donc, on nous demande de comparer ces valeurs-là. Donc, en valeur absolue, bien entendu. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est moins 0,28 et puis ça, c'est 1,54. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas le signe, mais la valeur. Donc, puisque l'élasticité croisée des prix du beurre et de la margarine est plus grande que l'élasticité croisée des prix des hamburgers de Burger King et de McDonald's, alors le beurre et la margarine sont des substituts plus proches, c'est-à-dire plus parfaits que les hamburgers de McDonald's et ceux de Burger King. De même, plus l'élasticité croisée des prix est plus élevée, c'est-à-dire négative, de la demande, plus les deux produits sont complémentaires. Okay? Donc, si le prix si le prix de margarine augmente, on voit que la demande de beurre augmente fortement. Par contre, si le prix de Pepsi, si le prix de Pepsi augmente, la demande de Coke augmente fortement, mais pas autant que pour le beurre et la margarine. Donc, ça veut juste simplement dire que le beurre et la margarine sont plus substituts, ou bien sont des substituts proches, ou bien sont plus proches que ne le sont Coke et Pepsi. D'accord? Parfait. La question petit 3, c'est utiliser les informations du tableau pour calculer
comment une augmentation de 5% du prix du Pepsi affecte la quantité de coke demandée. OK? Ben, on connaît déjà l'élasticité. Donc, on connaît la formule de l'élasticité et on connaît sa valeur qui est 0,63 et on veut que vous trouviez la question, c'est quoi encore? Utiliser l'information du tableau, calculer comment une augmentation de 5% du prix du Pepsi affecte la quantité de coke demandée. Voilà, donc ici, on vous donne la variation donc, du prix de coke qui est de 0,63 et non, de 5%, pardon. Et on veut voir quel effet ça aura donc sur la variation de Pepsi. Bon, donc la réponse est claire ici. Une élasticité croisée des prix de 0,63 implique qu'une augmentation de 1% du prix du Pepsi augmenterait la quantité de coke demandée de 0,63%. OK. Donc, c'est ce que ça veut dire d'abord le chiffre 0,63 dans le tableau en question. Donc ici, si le prix augmentait de 1%, donc la demande de Pepsi et la demande de Coke doit augmenter de 0,63%. Donc, si on augmente alors le prix de 5%, ben, la demande de Coke va augmenter de 0,63 fois 5%. Donc, 3,15%. OK? Pareillement pour la question 4 aussi. Utilisez les informations du tableau pour calculer comment une baisse de 10% du prix de l'essence affecte la quantité de VIS demandée. Donc la réponse est claire aussi. Une élasticité prix croisé de moins 0,28 donc dans le tableau implique donc ici. Donc pour le VIS et puis l'essence. Donc une élasticité de moins 0,28 implique qu'une baisse de 1% du prix de l'essence augmenterait la quantité du VUS et suivez demandé de 0,28%. Remarquez bien, une baisse du prix, okay. C'est pour ça que je n'ai plus mis moins 0. Si on mettait moins, une augmentation de 1% va entraîner une augmentation de moins 0,28. Ou alors vous mettez une augmentation de 1% va entraîner une baisse de 0,28. Okay. Ou bien une baisse de 1% va entraîner une augmentation de 0,28. L'essentiel, c'est qu'il faut que ce soit dans les sens opposés. Donc, ici, finalement, alors si ce n'est plus 1%, mais 10%, ben, la bête va être, bien la hausse va être donc de 0,28 fois 10, donc de 2,8%. C'est juste un petit calcul, un peu de calcul seulement. Mais l'intuition elle-même se trouve donc dans les deux premières questions. Okay. Quand vous trouvez une élasticité croisée, positive ou négative, et plus elle est grande, plus ça veut dire que les biens sont complémentaires ou sont proches. Voilà. Si la valeur est positive, ça veut dire que les biens sont proches ou éloignés, enfin proches, donc ils sont des substituts parfaits, ou bien sont des complémentaires, ils sont plus complémentaires. Okay. S'il y a des questions sur cet exercice-là? Vous n'avez pas de questions? Ben, dans le fond, ça veut dire que si l'élasticité croisée des prix se rapproche de 0, ça veut dire que les produits sont si elle est positive, ça veut dire qu'ils sont quand même des substituts, mais que la relation n'est pas très forte, ça veut dire. Oui, c'est ça. Si la relation n'est pas forte, ça veut dire que c'est pas des substituts parfaits. C'est-à-dire qu'ils sont quand même, il y a certains clients qui peuvent partir, mais il y en a pas beaucoup qui vont partir parce que le prix a augmenté. Mais si beaucoup de clients vont partir parce que le prix a augmenté, ça veut dire que ben, chacun trouve que ok, ils peuvent aller consommer ailleurs. Par exemple, je sais pas quel magasin, Walmart et puis Métro, voilà. Donc, si les prix de Walmart augmentent beaucoup, ben, et que le prix de métro reste pareil, presque tous les Québécois vont aller vers un métro.
Mais par contre, si les prix de quel magasin, Couche-Tard, voilà, je vais prendre le prix de Couche-Tard et par rapport à Walmart, bon, même si le prix de Walmart augmente, c'est pas évident que tout le monde va aller à Couche-Tard parce que les produits qui sont en Walmart, essentiellement les tomates, certains produits ne se retrouvent pas chez Walmart ou bien enfin, là je compare Walmart et puis Couche-Tard comme des produits, hein, mais je dis simplement que ils sont pas, le client n'est pas, la satisfaction que le client retire de Walmart n'est pas la même chose de Couche-Tard, donc c'est deux choses totalement différentes, donc ce ne sont pas vraiment des substituts. Donc, ce qui veut dire que même si le prix de Walmart augmente, bon, les gens vont continuer quand même. Donc, la variation ne sera pas assez forte. C'est ça. Ça va, merci beaucoup. Bienvenue. J'ai une question. Si la valeur est négative, ça veut dire que c'est un substitut. Et si c'est positif, ça veut dire que c'est complémentaire. Attention, il faut que je réfléchisse. Si la variation est positive, ça veut dire que c'est substitut. Si c'est positif, c'est que c'est substitut. C'est croisé. Parce que là, c'est que l'autre, le prix de l'un augmente pour que je sois le substitut de l'autre, c'est que les clients vont venir chez moi. Donc, moi, ma demande va augmenter aussi. Est-ce que ça paraît plus clair? Il faut vraiment le prendre terre à terre. Prendre deux biens que tu aimes acheter chez deux concurrents. Je ne sais pas. Quel bien, je sais pas. Bon, Bell et puis Vidéotron. OK. Donc, Bell et Vidéotron sont des concurrents. OK. Là, si le prix de Bell augmente, si Bell augmente sa connexion, je sais pas, à 200 piastres le mois et que Vidéotron reste à 50 piastres le mois, ben, le prix de Bell augmente, c'est qu'on va remarquer que la demande ou bien le nombre de clients de Vidéotron va augmenter. On est d'accord avec ça? Ouais. Okay. Du coup, ça fait positif là, parce que le prix a augmenté et la demande ici aussi a augmenté. Donc, en fait, ça fait une élasticité croisée positive. Donc, Ouais. Vidéotron et Bell, en fait, sont complémentaires, enfin, sont des substituts, pas complémentaires. Et quand c'est négatif, ça veut dire que c'est un complémentaire. Oui. Donc, quand on a une élasticité croisée qui est négative, c'est que c'est complémentaire. Donc, l'exemple parfait, c'est l'essence et puis la voiture. Ou bien, je sais pas, les manteaux d'hiver et puis le climat, par exemple, la température. Voilà. C'est-à-dire que quand la température, on ne l'achète pas non plus. Hein. Mais je vais supposer que la température, donc quand elle augmente, c'est un peu comme le prix. Donc quand la température augmente, c'est que l'achat des manteaux va bon, quand je dis augmenter, bon, disons le froid. Parce que souvent la température et puis le froid, c'est deux choses opposées. Quand il fait froid, bon, la température n'est pas élevée, la température baisse, elle est basse. Okay? Donc, disons, en hiver, là, ça dit quand il fait plus froid, c'est qu'on achète beaucoup plus de manteaux d'hiver. Mais quand il fait moins froid, ben, on achète moins de manteaux d'hiver. Ça veut dire que ben, la température, non, pas la température, le froid et l'achat donc des manteaux sont complémentaires. Voilà. Ou l'essence, ou je sais pas, qu'est-ce que vous avez mangé, Subway, je sais pas. C'est-à-dire, c'est un produit où on ne les consomme pas seul. Ça me manque d'exemples terre à terre courant, je sais pas. On peut prendre, voilà, c'est quoi ce plat-là? La poutine, voilà. Donc, pour quelqu'un qui aime la poutine et qui consomme seulement, enfin, il consomme toujours la poutine, ou alors ben, de manière, il faut qu'il y ait le fromage en même temps les frites mélangées,
Mais il ne peut pas manger des frites seuls, il ne peut pas manger non plus le fromage uniquement. Donc, vous allez voir, ça c'est juste un exemple idéaliste, hein. Vous allez voir que si le prix des frites augmente et que lui, il doit manger nécessairement la poutine, donc les frites avec le fromage mélangé, bon, vous pensez qu'il va acheter encore plus de, de fromage? Non. Parce que les prix des frites ont augmenté et comme il n'a pas assez d'argent pour consommer toujours la poutine, il va moins acheter aussi les fromages. Le prix des frites a augmenté, mais c'est la demande de fromage aussi qui diminue. Okay. Donc, les frites et puis les fromages sont comme complémentaires dans sa ration alimentaire. Les fromages et les frites sont, ou bien les pommes de terre sont complémentaires dans sa ration alimentaire. Parce que quand le prix de l'un augmente, il achète aussi moins l'autre. Donc, la demande de l'autre diminue. Donc, ça fait une élasticité croisée négative, simplement parce que c'est bien son complémentaire. Il faut que les deux aillent ensemble pour lui. Il ne peut pas faire l'un sans l'autre. D'accord? Ok, merci. Bienvenue. Mais est-ce qu'il ne peut pas confondre avec l'élasticité simplement? Parce que ça, c'est l'élasticité croisée. Mais pour l'élasticité simplement, là, on regarde le prix du bien qui augmente et on regarde la demande pour le bien en question. Et normalement, ou bien pour les biens normaux, quand le prix augmente, la demande doit diminuer. Okay, pour les biens normaux. Mais il y a certains biens qui sont appelés des biens inférieurs ou d'autres biens qui sont appelés des biens de luxe. Okay. Donc, Monsieur, j'aurais une petite question. oui. Pour la question 3 qu'on vient de faire, Mhm. mathématiquement, on écrirait comment le 5% dans la variation de prix? On a le ratio de la quantité en haut du coq et au dénominateur, on a le ratio du prix. Est-ce que ça voudrait dire qu'on rajoute plus 5% au dénominateur, pardon? Non, c'est pas qu'on ajoute 5%, mais c'est juste que cette variation qui est au dénominateur, elle est de 5% maintenant. OK? Sauf que dans le tableau ici, qu'on avait considéré, la variation du prix, elle est de 1%. Donc, elle était de 1%, donc on avait trouvé ce chiffre. Et que si elle est de 5%, quel serait le chiffre? Simplement parce que euh, donc, je suppose qu'on a une élasticité comme ça. La formule qu'on vous a donnée dans le cours. Bon, je vais mettre une formule d'ordre général et puis, OK. L'essentiel, c'est que vous compreniez l'esprit. OK. Donc, ça, c'est le pourcentage de la variation du prix. Ça, c'est le pourcentage de la variation de la quantité. Bon, vous pouvez mettre comme vous voulez. Vous pouvez diviser par P plus P0 plus P1 divisé par 2, Q0 plus Q1 divisé par 2. Mais ça reste la même idée. Donc, ici, c'est que on nous a donné, dans le cas où, quand vous avez la valeur de ça, suppose que j'ai epsilon qui est égal à 0,63. Ce que ça me dit, c'est que si delta P sur P égale à 1%, alors delta Q sur Q sera égal à ça, 0,63. Parce que, dans le fond, tu auras delta Q sur Q, mais rien d'autre que epsilon, OK, multiplié par delta P sur P. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. OK. Donc, dans le cas où delta P, voilà, sans trop réfléchir, donc si on vous dit que dans la question 3 que delta P sur P égale à 5%, donc, bon, delta Q sur Q sera epsilon fois 5%. Donc, c'est tout. Donc, ça fait 0,63 fois
5%. C'est ça. C'est plus clair. Monsieur, Oui. est-ce qu'à l'examen, on aura à calculer ou bien on va nous donner de Ici, l'élasticité? vous allez calculer. En tout cas, euh, oui, c'est possible. Vous allez calculer. En tout cas, l'été dernier, il y avait un exercice où vous avez calculé. Hein. Vous allez calculer Q0 plus Q1 sur 2, P0 plus P1. Vous allez calculer. Vous avez la formule dans le cours. Vous allez calculer. Et si c'est faux, ça fait 0. Hein. Il faut bien calculer parce que la valeur que vous allez trouver va vous permettre de répondre à la question suivante. La question qui suit sera si les biens sont complémentaires ou pas, ou les substituts, ou même la question concernant donc l'élasticité simple même d'ailleurs. Donc si l'élasticité est supérieure à 1 ou inférieure à 1, quelle conclusion il faut en faire et tout. Donc si l'élasticité est supérieure à 1, ça veut dire que le bien est élastique. Si c'est vraiment plus petit que 1, on dit que le bien, la demande est inélastique. OK? Il faut vraiment le calculer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. En tout cas, pour ça, il faut vraiment savoir calculer pour l'élasticité et puis en plus de l'exercice qu'on avait fait précédemment, donc dans la fiche précédente. Oui, c'est ça. Voilà, donc l'exercice 2, bon, c'est à titre indicatif, en tout cas introductif, pardon, que je l'avais ajouté, et puis essayer de le faire un peu manuellement pour voir à peu près, pour avoir quelques intuitions juste pour mettre un peu dans le bain donc, de ce qui concerne l'utilité, parce que pour ceux qui sont en économie et qui vont vraiment aller en maîtrise, c'est que vous allez trimballer ça toute votre vie, la question de l'utilité du ménage. OK. Alors, voyons voir. Donc, Brenda aime prendre du pain et du café pour le petit déjeuner. Bon, quand on dit petit déjeuner, ça c'est vraiment dans le système français là. Ici, ça doit être le déjeuner. Le petit déjeuner, c'est le déjeuner au Québec. Donc, les tableaux ci-dessous montrent l'utilité totale de Brenda à partir des diverses combinaisons de consommation de pain et de café. Supposons que Brenda sache qu'elle va certainement consommer 2 tasses. Okay. Ici, on nous dit qu'on suppose que Brenda sache qu'elle va consommer 2 tasses de café. Cependant, elle peut choisir de consommer différentes quantités de pain. Elle peut choisir 0, 1, 2, 3 ou 4. Petit 1, calculer l'utilité marginale de Brenda à partir des pains, alors qu'elle passe de la consommation de 0 pain à 1 pain, de 1 pain à 2 pains, de 2 pains à 3 pains, de 3 pains à 4 pains. Donc, une sorte d'utilité marginale qu'on va calculer. Quand on dit utilité marginale, c'est l'utilité supplémentaire que procure une consommation d'un pain supplémentaire à Brenda. L'utilité marginale, c'est l'utilité supplémentaire que procure une consommation d'une unité supplémentaire. C'est important de comprendre ça comme ça. Ou le coût marginal, production marginale, vous allez rencontrer ça à la suite. Tout ce qui est marginal, c'est la contribution supplémentaire. Donc, coût marginal, c'est le coût supplémentaire qu'engendre un travailleur supplémentaire ou bien un facteur de production supplémentaire. La production marginale, c'est la production supplémentaire qu'apporte un travailleur de plus ou bien une unité de production de plus. On parlera de revenu marginal, c'est le revenu supplémentaire qu'apporte un travailleur de plus ou bien une unité de facteur de production de plus. Donc, il y a toujours cette idée de marginal qui va toujours venir
coût marginal, revenu marginal, production marginale, et ainsi de suite. Donc ici, si vous voyez bien, ici les pains, c'est de 0, 0, ici 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, et ici, bon, voilà, qu'on nous donne les différentes quantités donc, de tasses aussi de café. Alors, pour pouvoir regarder ce qui est réellement dû à cause, enfin, à la consommation d'une unité supplémentaire du pain, c'est qu'il faut regarder, fixer ou bien constante les tasses de café. Parce que si vous augmentez aussi les tasses de café et que vous augmentez la quantité du pain, vous ne pourrez pas dire, OK, quel supplément d'utilité vient du pain. Non, là, il faut garder, il faut supposer que Brenda consomme la même quantité de tasses et qu'on augmente et qu'on augmente la quantité du pain. Et puis, on va voir, OK, quelle est une utilité supplémentaire que ça lui rapporte pour dire, OK, c'est ça l'utilité marginale. Donc, c'est le travail que je vais faire dans le tableau, dans ce tableau-là. Alors, si Brenda consomme 2 tasses de café, les forfaits de consommation pertinents sont ceux du tableau ci-dessous. Les 2 premières colonnes sont les couples, les bundles, et la 3e colonne montre l'utilité totale de chaque bundle. La 4e colonne calcule son utilité marginale des pains. Okay. Donc, ici, on a pris 0, 1, 1, et puis, comme je le disais, les tasses de café 2, 2, 2, 2, 2, 2. Donc, dans ce tableau ici, on a fixé 2, 2, 2, 2, 2. Parce que c'est ce qu'il a dit. Hein. Supposons que Brenda sache qu'elle va certainement consommer 2 tasses de café. Donc, calculer maintenant l'utilité marginale. OK? Donc, elle passe de 0 pain à 1 pain, de 1 pain à 2 pains. Donc, on va considérer 2 tasses de café, 2 tasses de café. Donc, 2 tasses de café, 0, 0 pain, 2 tasses de café, 1 pain, 2 tasses de café, 2 pains, 2 tasses de café, 3 pains, 2 tasses de café, 4 pains. Donc, l'augmentation donc, de l'utilité là vient certainement donc, de l'augmentation de la quantité de pain qu'on a consommé. OK? Donc là, on va représenter juste le tableau. Donc ça, c'est ce qui vient du tableau initial. Donc, pour les lignes qui correspondent à 2 tasses de café, tout ça, c'est tiré donc du tableau précédent. Alors, on va essayer de calculer maintenant l'utilité marginale, parce que là, on quitte de 0 pain à 1 pain, avec le même nombre, ou bien la même quantité donc, de tasses de café. Donc, de 28 à 48, ça fait 20. Hein? Donc, la première unité de pain qui est consommée procure 20 unités d'utilité à Brenda. Et la deuxième unité de pain, donc une unité supplémentaire, en plus de l'autre pain qu'on a consommé, ça procure séquence 6, donc de séquence 6 à 48, ça fait 20, ça fait 8 unités supplémentaires. Donc, le deuxième pain procure 8 unités, ok? Et le troisième pain procure 6 unités supplémentaires. Le quatrième pain procure 4 unités supplémentaires d'utilité. J'espère que vous comprenez réellement la notion de l'utilité marginale. Okay? Et vous voyez bien que l'utilité marginale est décroissante. C'est-à-dire que les premières unités de pain consommées procurent plus d'utilité que les dernières unités consommées. Ça va de soi, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Au fur et à mesure que vous consommez, vous arrivez à satiété et vous avez moins envie de consommer, ou alors les derniers bouchées que vous mettez vous procurent moins de satisfaction que les premières. Okay. Quand vous avez vraiment soif, les premières gorgées vous donnent plus de satisfaction que les dernières. Okay. Il y a certains même qui vont jusqu'à dire que ça vous amène jusqu'à un niveau de désutilité totale, c'est-à-dire que vous n'avez même plus envie, ou bien ça vous dégoûte. Donc une utilité marginale négative. Ok, c'est ça. Ok, j'espère que c'est clair la question. Le petit 2. Dessiner la courbe d'utilité marginale de Brenda des pains. Est-ce que Brenda a une diminution d'utilité marginale en pain? Expliquez. Donc, la figure suivante montre l'utilité marginale des pains de Brenda.
Puisque la courbe d'utilité marginale de Brenda pour les pains est décroissante, elle a une fonction d'utilité marginale décroissante en pain. Donc, ce que je venais juste de dire, là, je l'ai juste représenté donc, dans un graphique avec des quantités de pain 1, 2, 3, 4 et avec les utilités marginales. OK. Et la question petit 3. Là, on nous donne un peu le revenu donc de Brenda. Donc, elle a 8 $ à dépenser pour le pain et le café. Okay. Il y a au total 8 $. Comment est-ce qu'elle va répartir ça dans la consommation du pain et du café? Sachant que les pains coûtent 2 $ chacun et le café coûte 2 $ par tasse. Bon, il y a plein d'erreurs dans ce que j'ai saisi. Il n'y a pas S dans tasse. Et quels sont les forfaits qui figurent sur la ligne budgétaire de Brenda? C'est-à-dire quelles sont les différentes possibilités de consommation que Brenda peut avoir, sachant que le pain coûte 2 $, la tasse coûte 2 $ et qu'elle a 8 $. Bon, voici un peu les différentes combinaisons. Soit elle ne consomme pas du tout du pain et elle consomme 4 pains, donc fois 2 $, donc ça lui fera le 8 $. Soit elle consomme un pain, 2 $ et les 6 autres dollars pour consommer 3 tasses de café. Soit elle consomme 2 pains, donc qui vont coûter 4 $, et donc les 4 autres dollars vont servir pour 2 tasses de café. Soit 3 pains, donc à 6 $, et les 2 autres dollars pour une dernière tasse de café. Ou soit elle consomme totalement 4 pains à 8 $ et donc pas de café. Et dans tous ces cas, on va aller chercher l'utilité correspondante en regardant juste dans le tableau initial. Okay? Dans le tableau initial, 0,4, c'est ici. Donc, ça correspond à une utilité de 40. 1, 3, c'est ici. Ça correspond à une utilité de 54. 2, 2, c'est ici. Ça correspond à une utilité de 56. 3, 1, 54. Et puis, 4, 0. Ça correspond à une utilité de 40. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Donc 0,4. Donc on a les utilités qui correspondent. C'était la question, la première question. Quels sont donc les forfaits ou bien les différentes combinaisons possibles donc, que Brenda peut avoir avec sa contrainte, avec ce revenu de 8 $. OK? Alors, pour chacun de ces bundles, calculer le niveau d'utilité dont bénéficie Brenda. Donc, on a calculé le niveau d'utilité pour chaque combinaison possible. Alors, quel est le bundle optimal? Donc, qu'est-ce que Brenda va décider en regardant ça? Donc, d'après vous, moi, je pense qu'elle va choisir ça. 2 pains, 2 tasses de café, parce que ça lui procure plus d'utilité. OK. Plutôt que le niveau d'utilité, c'est juste de prendre l'utilité totale. Parce que ça dit pour chacun calculer le niveau d'utilité dans l'unité Brenda. C'est de prendre l'utilité totale à ce moment-là. L'utilité maximale. Bon, en fait, je pense que je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par utilité totale. Non, mais dans le sens, ce que je comprends pas, c'est que dans la question, il nous demande pour chacun des bundles, calculer le niveau d'utilité dans l'unité Brenda. Et ce niveau d'utilité-là, comment on fait pour le calculer? Est-ce que c'est juste de prendre la valeur de l'utilité totale ou il y a un autre calcul à faire? Non, il n'y a aucun autre calcul à faire parce que il faut juste se poser la question pour 0 quantité de pain et 4 quantités de café, quelle est l'utilité qui correspond? C'est vraiment 40. Et ça se trouve vraiment dans le tableau ici. Donc 0 et 4. Donc c'est 40 en fait. Donc c'est comme on sait déjà comment est-ce que Brenda se comporte. Si elle consomme 0 pain et 4 tasses de café, comment elle va se sentir? On le sait, c'est 40 mathématiquement. Si elle consomme une unité de pain et 3 tasses de café, elle va se sentir 54. Et on sait comment elle va se sentir. Donc ainsi de suite, 2, 2, c'est 56. 3, 1, c'est 54. 4, 0, c'est 40. C'est bon? Donc, il n'y a rien à calculer. Ce sont ces utilités-là qu'on répéterait ici.
C'est bon? C'est pas trop clair. Expliquez-moi ce qui n'est pas trop clair, comme ça je vais encore expliquer. Le 8 $, le Ouais. 8 $, c'est pour acheter les deux biens, le pain et les cafés. C'est ça. Et pourquoi vous avez juste choisi 0, 1? Je suis un peu embrouillée. Non, vous ne savez pas embrouillé. Peut-être, vous avez 8 $, ok? Et le pain coûte 2 $, le café coûte 2 $. Qu'est-ce que vous allez, sachant que si vous voulez maximiser votre utilité, ben, vous n'allez pas laisser de l'argent à côté. Si vous laissez de l'argent, ça vous procure aucune utilité, hein. Ça, il faut vraiment que je vous le dire, il faut que je vous le dise plus formellement. En économie, quand vous cherchez à maximiser, on ne regarde pas l'utilité que va vous procurer en fait des billets de dollars sous votre oreiller. Ça veut rien dire, hein. Tant que vous consommez rien, ça ne vous procure pas d'utilité. Donc, si vous avez 8 $, ce que vous allez faire, c'est chercher à dépenser totalement votre 8 $ pour que ça vous procure la meilleure utilité que possible. Alors je vous pose la question, comment vous allez dépenser ces 8 $-là en café et puis pain? Est-ce que je dois forcément acheter le nombre de cafés là? Oui. Non, pas forcément. C'est ce qui vous plaît, simplement. Mais il faut que vous devez forcément dépenser les 8 $. Ok, je dois tout dépenser, c'est ça. Oui. Ok, je comprends. Parce qu'en réalité, si vous laissez de l'argent dans votre salon, ça ne vous procure aucune utilité. Mais je sais que si on regarde la vie comme, OK, demain vous allez vivre encore et que vous allez dépenser ça demain, d'accord, mais prenez la vie comme aujourd'hui ou bien prenez aujourd'hui, demain comme une seule journée. C'est-à-dire tout se passe une seule fois. Donc toute la vie de Brenda se résume vraiment à consommer du pain et du café là, une seule fois. Car on est dans ce cadre contextuel. Et avec 8 $, quand on ne fait pas d'économie pour faire autre chose, on ne fait pas dans ces analyses-là. Avec 8 $, on doit le dépenser. Comment vous allez dépenser ça? Et si je commençais par 1, admettons, je commençais par 1, je vais forcément me produire un pain et que je commençais pas par 0 pain. Est-ce que j'aurai la réponse? Non, oui, je veux juste la réponse comment vous allez dépenser vos 8 $. Je vais acheter un pain et 3 cafés. OK. Je peux aussi acheter. Et moi, je vais acheter 4 pains et 0 café. OK. Et puis, il y a quelqu'un d'autre, il va acheter 3 pains et puis un café. Donc, tu vois, donc il y a plusieurs possibilités. Vu qu'il y a plusieurs possibilités, c'est ça la question en fait, de trouver toutes les possibilités possibles qui, qui rejoignent la ligne budgétaire donc, de Brenda, c'est-à-dire c'est 8 $. Ok, là je comprends. C'est ça, donc il y a 0,4 et 0,4 ça donne 40 comme utilité totale. Il y a 1,3 qui donne 54 comme utilité totale. Il y a 2, 3, 2, 2, puis 3, 1, 4, 0. Je pense que c'est clair maintenant. Oui, c'est très clair. Voilà, c'est très clair quand c'est interactif. OK. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les utilités, il suffit juste d'aller les prendre dans les tableaux parce que pour chaque niveau de consommation chaque niveau de consommation correspond à un niveau d'utilité donné. Et puis voilà, vu que la demoiselle qui a posé la question tout à l'heure, elle a choisi 1 et 3, mais elle va avoir 54 comme utilité. Et puis, si elle choisissait 3, 1, elle allait avoir 54 aussi, mais si elle choisissait 2, 2, elle allait avoir 56 comme utilité. Eh bien, elle s'est rendue compte que ben, c'est mieux pour elle de choisir 2, 2 parce que ça lui donne une meilleure utilité. Donc, ce qui fait que le meilleur choix de Brenda serait donc ça, 2, 2. Je pense que je dois l'écrire. Voilà, c'est ça. Donc, le paquet qui contient 2 pains et 2 tasses de café donne à Brenda l'utilité totale la plus élevée. C'est donc sa combinaison optimale. OK? Voilà. Et puis, la question 4.
le prix des pains augmente à 4 $. Donc, cette fois-ci, le pain a brusquement vu son prix augmenter de 2 $ à 4 $. Mais le prix du café reste toujours à 2 $ par tasse. Donc, quelles seront maintenant les nouvelles combinaisons? Donc, à vous de faire le travail encore. Donc, si le pain coûte 4 $, soit je prends 4 tasses de café, donc ils vont me coûter 8 $, soit je prends 2 tasses de café, je prends un pain. Si je prends un pain, ça fait déjà 4 $, donc je ne peux que prendre 2 tasses de café. Soit je prends 2 pains et puis je ne peux plus prendre du café. Et pour ces combinaisons, vous allez rechercher les utilités dans le tableau initial. Vous allez voir que ça donne 40, 48 et 28. Et finalement, la combinaison qui est meilleure pour Brenda, c'est celle-là. C'est un pain et puis 2 cafés, 2 tasses de café. Est-ce que vous voyez? C'est le même travail que le 3, sauf que le prix du pain maintenant est 4 $. Donc, ça vient diminuer l'utilité de Brenda. Hein. Ça vient diminuer même la quantité qu'elle peut consommer du pain et puis du café. C'est bon? Parfait. Alors, la dernière question, bon, je sais que j'ai introduit des concepts ici que peut-être que vous n'avez pas vu dans le cours. J'ai introduit donc, des concepts donc, de l'effet substitution et effet revenu. Si vous ne l'avez pas vu, ben, ça va venir assurément à l'examen, mais prêtez oreille attentive quand le prof va en parler. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez vu effet substitution, effet revenu? Parce que ça, Ah, mais c'est parce qu'il y avait une erreur dans votre énoncé de départ. C'était marqué pour les questions 1 et 2. Enfin, moi, je ne comprenais pas à cause de ça. Mais dans l'énoncé que vous nous avez envoyé, question 5, c'est que signifient vos réponses aux questions 1 et 2. Enfin, c'est pour ça que moi, je ne comprenais pas ça à la base. Ah, c'est ce que j'avais fait. Hein. Désolé, parce que souvent, quand je fais l'exercice, je tape l'exercice tel que je le vois dans le livre, mais après, quand je le corrige, je me rends compte qu'ils ont fait des erreurs là-dedans. Donc, en tout cas, c'est que vous allez trouver toujours dans le corrigé ce qui est le meilleur. Alors donc, ce qui se passe, c'est que la réponse 3 et la réponse 4, okay, parce que de 3 à 4, c'est qu'il y a le prix qui a augmenté. Et comme le prix a augmenté, on a vu que la quantité du pain a diminué. OK. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut expliquer. Donc, c'est quoi l'effet substitution et c'est quoi l'effet revenu? C'est ce que je vais expliquer. Donc, l'effet substitution, c'est qu'à mesure que le prix des pains augmente, les pains deviennent relativement moins attrayants. Donc, Brenda est susceptible de remplacer le pain par le café. Okay. Donc, l'effet substitution veut que quand le prix d'un bien augmente, on achète moins ce bien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ici, c'était l'équilibre, il achète maintenant un pain et 2 tasses de café, alors qu'avant, c'est 2 pains et 2 tasses de café. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand bien même il a diminué la consommation du pain parce qu'il y avait un effet substitution, mais la consommation en café n'a pas augmenté. Okay? Pourquoi ça n'a pas augmenté? Parce qu'il y avait un effet revenu aussi, parce que ce revenu est contraignant. Donc, l'effet revenu, c'est qu'à mesure que le prix augmente et que Brenda devient plus pauvre, son pouvoir d'achat diminue. Et puisque les pains sont un bien normal, une réduction du revenu réel du consommateur entraîne une faible demande de la quantité du bien en question, le pain. Mais il n'y a pas comme une réallocation vers le café parce que son revenu n'a pas non plus augmenté. Donc, il s'est vu, Brenda est devenue plus pauvre en fait parce que le prix a augmenté. Donc, l'effet revenu, c'est que l'augmentation du prix entraîne comme une augmentation, une perte du pouvoir d'achat. Okay? L'augmentation du prix entraîne une perte du pouvoir d'achat et donc la quantité demandée diminue. Alors que l'effet substitution veut qu'on remplace les biens qui coûtent plus cher par d'autres biens qui coûtent moins cher.
OK? Est-ce qu'il y a des questions que vous avez pour moi? Le corrigeant, on va l'avoir, hein, n'est-ce pas? Parce que là, j'ai pris en note tout ça, mais pour être sûr d'avoir les. Si je veux pouvoir revoir les réponses que tu avais, là, on va Ouais, l'avoir. je vais vous envoyer aussi le lien YouTube. Ça sera toujours comme ça. Parfait, merci. Monsieur, j'aurais une autre question aussi. Si on veut calculer le 3 et le 4 avec les utilités marginales de chaque produit, j'ai essayé de le faire comme ça et en fait, ça donne, dans le cours, le prof nous avait dit que les utilités marginales par dollar devaient être égales pour les deux, sauf qu'ici, dans ce contexte, ça ne marche pas. Je pas très bien compris. Le prof, il nous a Ouais. fait un exercice un peu comme ça en classe. Et en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait calculé l'utilité marginale par dollar pour chaque produit. Et en faisant ça, il disait que le choix optimal pour le consommateur, ce serait de prendre la combinaison qui fait que les deux unités marginales par dollar soient égales. Ouais. Pas du tout ça. Mhm. Et c'est dû à quoi? Les utilités marginales, bien sûr, divisées par les prix, Oui, n'est-ce pas? pour chaque dollar consommé, oui. Oui, là, vous prenez l'utilité marginale et puis vous divisez par le prix, c'est ça? Oui, OK. Oui, ça devrait être égal dans un contexte continu, avec une courbe d'utilité continue, mais le danger ici, c'est que c'est discret, hein? Parce que là, quand vous quittez des 0 à 1 pour un pain, OK? Maintenant, ici, comment vous faites ça? Comment vous calculez l'utilité marginale pour le café? si vous remontez en haut au tableau, vous pouvez vraiment calculer, il y a assez de valeurs pour avoir l'utilité marginale Ici? entre chaque valeur en fait. OK, prenons par exemple, Parfois, ça peut sauter de, par par exemple, exemple. 0 à 2, mais Donc, on ça a fait 2. 1 à 2. De 1 à 2, ça fait 2, c'est ça? De 1 à 2, pardon. De 1 à 2, Par exemple, de 1 à 2, ça fait 8. ça fait 8, oui, c'est ça. Et de 0 à 2, on a la valeur, c'est 2 plus 6, ça fait Non, juste en haut, ça va faire 18. de 1 à 2 pour le pain, de 0 à 1 pour le pain. En fait, on a l'utilité marginale de 0 à 2. Et Oui, comme mais c'est c'est pas, la c'est pas, totale, l'utilité totale, on pourrait juste soustraire de 1 à 2 pour avoir de 0 à 1, par exemple. Est-ce que c'est possible de faire ça? euh, non, faut pas faire ça avec l'utilité. Parce que c'est pas une sorte d'accumulation, hein, l'utilité marginale. Parce que si vous êtes à 0 et que vous voulez consommer 2 pains simultanément, là, vous êtes en train de regarder l'utilité marginale de 2 pains. Bon, c'est pas non plus l'utilité marginale, hein, parce que l'utilité marginale veut bien qu'on aille de 0 d'une unité à une unité supplémentaire. Maintenant, si vous regardez pour 2 unités directement, ça ne vous donnera pas le même résultat que si vous quittez une unité pour aller à 2 unités, ou bien pour quitter de 0 unité à une unité non plus. Il faut faire attention parce que parfois ça peut donner, parfois ça peut ne pas donner. Parfois certaines utilités sont additives, d'autres ne sont pas additives. Alors donc, bon, c'est que je ne promets pas qu'on va tomber sur le résultat parce que déjà, je sais que le calcul de l'utilité marginale dans le cadre discret ne donne pas la même chose dans un cadre où on vous donne la valeur donc de l'utilité vraiment comme une fonction et puis vous dérivez par rapport à x et puis vous dérivez par rapport à y. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la dérivée, mais normalement l'utilité marginale divisée par le prix, donc il y a le rapport des utilités marginales relatives doit être la même chose quoi, quand on fait un problème de maximisation. C'est une condition, c'est la condition d'équilibre. Ok, j'ai juste une petite question. Ça veut dire que dans l'absolu, l'utilité totale n'est pas égale à la somme des utilités marginales? Euh, c'est la question. Parce que l'utilité totale pour un produit, par exemple,
de passer de 0 à 5 unités, ça ne serait pas la somme de l'unité marginale de 0 à 1 plus 1 à 2 plus 2 à 3 et ainsi de suite? Oui, ça c'est vrai. Mais ça ne vous te donnera pas l'utilité marginale. Parce que, OK, quand vous passez donc de 0 à 5, là vous trouvez l'utilité supplémentaire de 5 biens, de la consommation de 5 biens. Ce n'est pas l'utilité marginale en tant que telle. Oui, oui, je sais. Mais s'il nous OK. montre, par exemple, on passe de 0 à 2 et on a 0 à 1. Ouais. L'utilité marginale, est-ce qu'on peut trouver en isolant l'utilité de 1 à 2, par exemple? Puisque c'est une sommation? En prenant, il ne faut pas prendre l'utilité, mais l'utilité marginale, oui. C'est-à-dire de 1 à 2, pas l'utilité, mais l'utilité marginale. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'abord l'utilité et puis il y a l'utilité marginale. OK? De 0 à 1, si vous prenez l'utilité, là, ça va vous donner juste l'utilité d'une unité, là, parce qu'à 0, il n'y avait pas. Maintenant, de 1 à 2, c'est que vous prenez, vous n'allez pas prendre l'utilité de 2, vous allez prendre l'utilité marginale. OK? Donc, pour passer de 1 à 2. Et là, si vous faites la somme des deux, vous pouvez retrouver l'utilité donc de 0 à 2. Pour être concret, prenons juste ce cas ici, donc de 0 à 1, 0 à 2. Okay. Donc, de 0 à 1, normalement, c'est 20. Maintenant, de 0 à 2, ce n'est pas 8. OK? 0 à 2, ça va faire 28. Attends, je vais voir. 0 à 2. Ça donne 28, c'est la deuxième ligne du tableau. Oui, c'est ça, ça fait 28. 0 à 2 pour le pain, ça fait 28. OK? Donc, ça va, 0 à 2, ça ne fait pas 8, quoi. Ça ne fait pas 2, ça fait pas 8. Ça dit de 0 à 2, il ne faut pas le faire comme ça. Ça va faire 28. Ça dit que ça Mais fait c'est la somme des oui. utilités marginales quand Oui, même. ça, c'est utilité marginale. Ce ne sont pas des utilités. Donc, si par exemple, on avait 0 à 2 et 0 à 1, on pourrait trouver 1 à 2 en soustrayant 28 moins 20 et on aurait 8. Donc, ça, c'est valable. OK. C'est exactement ça que j'ai fait pour avoir les utilités marginales du café et du pain. Okay. Sauf que ça me donne des résultats qui ne correspondent pas. En fait, je ne sais pas comment les interpréter parce qu'il n'y avait aucune ligne qui donnait une utilité marginale égale des deux côtés. Oui, en tout cas, je ne te garantis pas que ça va donner. Parce que ce que nous, on a fait ici, c'est vraiment un cadre. Parce que tu vois là, on a juste regardé, OK, entre 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Puis on a choisi le 56 parce que c'est ce qui est le plus élevé. Mais bon, théoriquement, hein, c'est peut-être 2,5 pains et puis 1,5 café. C'est-à-dire qu'il y a plein de valeurs qu'on a sautées là. C'est-à-dire des valeurs continues, des valeurs réelles, la virgule, dont on ignore les utilités parce que on a juste donné des utilités pour des valeurs discrètes, alors que ce ne sont pas des valeurs discrètes seulement, en fait. Parce que ce travail que tu es en train de faire, c'est pour ça que je dis que quand on avait donné une valeur de la fonction d'utilité, qui est une courbe, et puis on vous demande de faire donc de calculer l'utilité marginale, donc on peut peut-être, exemple, juste, non, ça va être difficile de calculer. Mais une fonction d'utilité, je vais te donner une fonction d'utilité racine carrée de x fois y. Voilà, tu peux prendre ça et puis essaye de le faire racine carrée de x, y. Et puis, essaie de prendre les prix, toi-même, n'importe quel prix, hein, 2 $ pour le café, 2 $ pour le pain, et puis, donc 8, donc ça fait 2x plus 2y égale à 8
ben, essaie de calculer les utilités marginales et puis trouver l'équilibre. Tu vas voir que ça va donner. Parce que c'est théorique. Ça, c'est théorique. Mais dans un cadre pratique où on nous donne en fait on nous donne des chiffres, bien sûr qu'on a sauté des chiffres de combinaison possibles. Donc, on va juste choisir le maximum dans ce qu'on a. Mais ça ne veut pas dire que c'est le maximum. Bon, si on veut aller dans un cadre théorique, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Oui, absolument. Parce que normalement, l'utilité, c'est une fonction continue. Oui, c'est ça. Ok, parfait. C'est bon. Okay. Mais c'est très bien votre remarque. En maîtrise, c'est essentiellement ce que vous allez faire, non, je pense que même en bac, les cours plus lointains, vous allez faire la maximisation de la fonction d'utilité sous contrainte budgétaire. Donc, vous aurez l'équation de la contrainte, puis vous allez trouver l'équilibre. Donc, les CPU, les conditions du premier ordre. Donc, il faut mettre le rapport des fonctions d'utilité marginale doit être les mêmes, quoi. C'est vraiment la condition d'équilibre. Parfait, Okay. merci beaucoup. Bienvenue. Donc, on va se dire la prochaine fois, la semaine prochaine.